tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Ici Sunny Moon ASMR et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo que j'espère avec une meilleure qualité, notamment au niveau de l'audio, je vais vous proposer un petit temps de lecture chuchotée sur un livre d'Albert Camus que vous connaissez probablement, qui est La Peste, qui est un bouquin qui a été du coup écrit en 1947. Le livre, donc La Peste, est encore sujet à des droits d'auteur. Il n'est pas encore libre de droit, à part au Canada, mais comme je ne vis pas au Canada, on va éviter d'être hors la loi. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la lecture des premiers chapitres du début de l'histoire, histoire de peut-être vous donner l'eau à la bouche et vous donner envie de lire le livre par la suite. Donc c'est une histoire que je ne connais pas, que j'ai jamais lu encore, et ça fait un moment qu'il était dans ma bibliothèque de bouquins à lire. Donc on va partir sur un petit temps de lecture ensemble, en espérant que cela vous relaxe et que vous pourrez vous endormir par la suite. C'est parti. Il est aussi raisonnable de représenter une espèce d'emprisonnement par une autre que de représenter n'importe quelle chose qui existe réellement par quelque chose qui n'existe pas. Daniel Defoe. La Peste, 1947. Les curieux événements qui font le sujet de cette chronique se sont produits en 1940 à Oran. De la vie générale, ils n'y étaient pas à leur place, sortant un peu de l'ordinaire. À première vue, Oran est en effet une ville ordinaire et rien de plus qu'une préfecture française de la colonie algérienne. La cité elle-même, on doit l'avouer, est laide. D'aspect tranquille, il faut quelque temps pour apercevoir ce qui la rend différente de tant d'autres villes commerçantes sous toutes les latitudes. Comment faire imaginer, par exemple, une ville sans pigeons, sans arbres et sans jardin, où l'on ne rencontre ni battement d'ailes, ni froissement de feuilles. Un lieu neutre pour tout dire. Le changement des saisons ne s'y lit que dans le ciel. Le printemps s'annonce seulement par la qualité de l'air ou par les corbeilles de fleurs que de petits vendeurs ramènent des banlieues. C'est un printemps qu'on vend sur les marchés. Pendant l'été, le soleil incendie les maisons trop sèches et couvre les murs d'une cendre grise. On ne peut plus vivre alors que dans l'ombre des volets clos. En automne, c'est au contraire un déluge de boue. Les beaux jours viennent seulement en hiver. Une manière commode de faire la connaissance d'une ville est chercher comment on y travaille, comment on y aime et comment on y meurt. Dans notre petite ville, est-ce l'effet du climat? Tout cela se fait ensemble, du même air frénétique et absent. C'est-à-dire qu'on s'y ennuie et qu'on s'y applique à prendre des habitudes. Nos concitoyens travaillent beaucoup, mais toujours pour s'enrichir. Ils s'intéressent surtout au commerce et ils s'occupent d'abord, selon leur expression, de faire des affaires. Naturellement, ils ont du goût aussi pour les joies simples. Ils aiment les femmes, le cinéma et les bains de mer. Mais très raisonnablement, ils réservent ces plaisirs pour le samedi soir et le dimanche, essayant les autres jours de la semaine de gagner beaucoup d'argent. Le soir, lorsqu'ils quittent leur bureau, ils se réunissent à heure fixe dans les cafés, ils se promènent sur le même boulevard ou bien ils se mettent à leur balcon. Les désirs des plus jeunes sont violents et brefs, tandis que les vices des plus âgés ne dépassent pas les associations de boulomanes, les banquets des amicales et les cercles où l'on joue gros jeu sur le hasard de cartes. On dira sans doute que cela n'est pas particulier à notre ville et qu'en somme, tous nos contemporains sont ainsi. Sans doute, rien n'est plus naturel aujourd'hui que de voir des gens travailler du matin au soir et choisir ensuite de perdre aux cartes, au café et en bavardage le temps qu'il leur reste pour vivre. Mais il y a des villes et des pays où les gens ont de temps en temps le soupçon d'autre chose. En général, cela ne change pas leur vie. Seulement, il y a eu un soupçon et c'est toujours cela de gagner. Oran, au contraire, est apparemment une ville sans soupçon, c'est-à-dire une ville tout à fait moderne. Il n'est pas nécessaire en conséquence de
de préciser la façon dont on s'aime chez nous. Les hommes et les femmes, ou bien se dévorent rapidement dans ce qu'on appelle l'acte d'amour, ou bien s'engagent dans une longue habitude à deux. Entre ces extrêmes, il n'y a pas souvent de milieu. Cela non plus n'est pas original. À Oran comme ailleurs, faute de temps et de réflexion, on est bien obligé de s'aimer sans le savoir. Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu'on peut y trouver à mourir. Difficulté d'ailleurs n'est pas le bon mot, et il serait plus juste de parler d'inconfort. Ce n'est jamais agréable d'être malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent dans la maladie, où l'on peut, en quelque sorte, se laisser aller. Un malade a besoin de douceur, il aime à s'appuyer sur quelque chose, c'est bien naturel. Mais à Oran, les excès du climat, l'importance des affaires qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. Un malade s'y trouve bien seul. Qu'on pense alors à celui qui va mourir pris au piège derrière des centaines de murs crépitants de chaleur, pendant qu'à la même minute, toute une population, au téléphone ou dans les cafés, parle de traite, de connaissement et d'escompte. On comprendra ce qu'il peut y avoir d'inconfortable dans la mort, même moderne, lorsqu'elle survient ainsi dans un lieu sec. Ces quelques indications donnent peut-être une idée suffisante de notre cité. Au demeurant, on n'aurait rien exagéré. Ce qu'il fallait souligner, c'est l'aspect banal de la ville et de la vie. Mais on ne passe ces journées sans difficulté aussitôt qu'on a des habitudes. Du moment que notre ville favorise justement les habitudes, on peut dire que tout est pour le mieux. Sous cet angle, sans doute, la vie n'est pas très passionnante. Du moins, on ne connaît pas chez nous le désordre. Et notre population franche, sympathique et active a toujours provoqué chez le voyageur une estime raisonnable. Sa cité, sans pittoresque, sans végétation et sans âme finie, part sembler reposante et on s'y endort enfin. Mais il est juste d'ajouter qu'elle s'est greffée sur un paysage sans égal, au milieu d'un plateau nu, entouré de collines lumineuses, devant une baie au dessin parfait. On peut seulement regretter qu'elle se soit construite en tournant le dos de cette baie, et que, partant, il soit impossible d'apercevoir la mer qu'il faut toujours aller chercher. Arrivé là, on admettra sans peine que rien ne pouvait faire espérer à nos concitoyens les incidents qui se produisirent au printemps de cette année-là et qui furent, nous le comprîmes ensuite, comme les premiers signes de la série de graves événements dont on s'est proposé de faire ici la chronique. Ces faits paraîtront bien naturels à certains et à d'autres invraisemblables au contraire. Mais, après tout, un chroniqueur ne peut pas tenir compte de ces contradictions. Sa tâche est seulement de dire « ceci est arrivé ». Lorsqu'il sait que ceci est en effet arrivé, ce qui a intéressé la vie de tout un peuple et qu'il y a donc des milliers de témoins qui estimeront dans leur cœur la vérité de ce qu'il dit. Du reste, le narrateur qu'on connaîtra toujours à temps n'aura guère à titre à faire valoir dans une entreprise de ce genre si le hasard ne l'avait mis à même de recueillir un certain nombre de dépositions et si la force des choses ne l'avait pas mêlé à tout ce qu'il prétend relater. C'est ce qui l'autorise à faire œuvre d'historien. Bien entendu, un historien, même s'il est amateur, a toujours des documents. Le narrateur de cette histoire a donc les siens. Son témoignage d'abord, celui des autres ensuite, puisque par son rôle, il fut amené à recueillir les confidences de tous les personnages de cette chronique et, en dernier lieu, les textes qui finirent par tomber entre ses mains. Il se propose d'y puiser quand il le jugera bon et de les utiliser comme il lui plaira. Il se propose encore, mais il est peut-être temps de laisser les commentaires et les précautions de langage pour en venir au récit lui-même. La relation des premières journées demande quelques minuties. Le matin du 16 avril, le docteur Bernard Rieux sortit de son cabinet et buta sur un rat mort au milieu du palier. Sur le moment, il écarta la bête sans y prendre garde et descendit l'escalier. Mais, arrivé dans la rue, la pensée lui vint que ce rat n'était pas à sa place et il retourna sur ses pas pour avertir le concierge. Devant la réaction du vieux monsieur Michel, il sentit mieux que ce que sa découverte avait d'insolite. La présence de ce rat mort lui avait paru seulement bizarre, tandis que, pour le concierge, elle constituait un scandale. La position de ce dernier était d'ailleurs catégorique. Il n'y avait
de rats dans la maison. Le docteur eut beau l'assurer qu'il y en avait un sur le palier du premier étage et probablement mort. La conviction de M. Michel restait entière. Il n'y avait pas de rat dans la maison. Il fallait donc qu'on lui apporter celui-ci du dehors. Bref, il s'agissait d'une farce. Le soir même, Bernard Rieux, debout dans le couloir de l'immeuble, cherchait ses clés avant de monter chez lui. Lorsqu'il vit surgir du fond obscur du corridor un gros rat, à la démarche incertaine et au pelage mouillé. La bête s'arrêta, sembla chercher un équilibre, prit sa course vers le docteur, s'arrêta encore, tourna sur elle-même avec un petit cri et tomba enfin en rejetant du sang par les babines entr'ouvertes. Le docteur la contempla un moment et remonta chez lui. Ce n'était pas au rat qu'il pensait. Ce sang rejeté le ramenait à sa préoccupation. Sa femme, malade depuis 1 an, devait partir le lendemain pour une station de montagne. Il la trouvait accouchée dans leur chambre, comme il lui avait demandé de le faire. Ainsi se préparait-elle à la fatigue du déplacement. Elle souriait. « Je me sens très bien, disait-elle. » Le docteur regardait le visage tourné vers lui dans la lumière de la lampe de chevet. Pour Rieux, à 30 ans, et malgré les marques de la maladie, ce visage était toujours celui de la jeunesse, à cause peut-être de ce sourire qui emportait tout le reste. « Dors si tu peux, dit-il. La gare viendra à 11h et je vous mènerai au train de midi. » Il embrassa un front légèrement moite, le sourire l'accompagna jusqu'à la porte. Le lendemain, 17 avril, à 8h, le concierge arrêta le docteur au passage et accusa des mauvais plaisantins d'avoir déposé 3 rats morts au milieu du couloir. On avait dû les prendre avec de gros pièges car ils étaient pleins de sang. Le concierge était resté quelque temps sur le pas de la porte, tenant les rats par les pattes et attendant que le coupable voulût bien se trahir par quelques sarcasmes, mais rien n'était venu. « Ah, cela, disait M. Michel, je finirai par les avoir. » Intrigué, Rieux décida de commencer sa tournée par les quartiers extérieurs où habitaient les plus pauvres de ses clients. La collecte des ordures s'y faisait beaucoup plus tard, et l'auto qui roulait le long des voies droites et poussiéreuses de ce quartier frôlait les boîtes de détritus laissées au bord du trottoir. Dans une rue qui longeait ainsi, le docteur compta une douzaine de rats jetés sur les débris de légumes et les chiffons sales. Il trouva son premier malade au lit, dans une pièce donnant sur la rue et qui servait à la fois de chambre à coucher et de salle à manger. C'était un vieil espagnol au visage dur et raviné. Il avait devant lui sur la couverture 2 marmites remplies de pois. Au moment où le docteur entrait, le malade, à demi dressé dans son lit, se renversait en arrière pour tenter de retrouver son souffle caillouteux de vieil asthmatique. Sa femme apporta une cuvette. « Ah, docteur, dit-il pendant la piqûre, ils sortent, vous avez vu ?»« Oui, dit la femme, le voisin en a ramené 3. » Le vieux se frottait les mains. « Ils sortent, on en voit dans toutes les poubelles. C'est la fin. » Rieux n'eut pas de peine à constater ensuite que tout le quartier parlait des rats. Ses visites terminées, il revint chez lui. « Il y a un télégramme pour vous là-haut, dit M. Michel. » Le docteur lui demanda s'il avait vu de nouveaux rats. « Ah non, dit le concierge. Je fais le quai, vous comprenez, et ces cochons-là n'osent pas. » Le télégramme avertissait Rieux de l'arrivée de sa mère pour le lendemain. Elle venait s'occuper de la maison de son fils en l'absence de la malade. Quand le docteur rentra chez lui, la garde était déjà là. Rieux vit sa femme debout, en tailleur, avec les couleurs du phare. Il lui sourit. « C'est très bien, dit-il. Très bien. » Un moment après, à la gare, il l'installait dans le wagon-lit. Elle regardait le compartiment. « C'est trop cher pour nous, n'est-ce pas ?»« Il le faut, dit Rieux. »« Qu'est-ce que c'est que cette histoire de rat ?»« Je ne sais pas, c'est bizarre, mais cela passera. » Puis il lui dit très vite qu'il lui demandait pardon. Il aurait dû veiller sur elle et il avait beaucoup négligé. Elle secoua la tête, comme pour lui signifier de se taire, mais il ajouta « Tout ira mieux quand tu reviendras. Nous recommencerons. »« Oui, dit-elle, les yeux brillants, nous recommencerons. » Un moment après, elle lui tournait le dos et regardait à travers la vitre sur le quai. Les gens se pressaient et se heurtaient. Le jointement de la locomotive
détective arrivait jusqu'à eux. Il appela sa femme par son prénom et, quand elle se retourna, il vit que son visage était couvert de larmes. « Non, dit-il doucement. » Sous les larmes, le sourire revint un peu crispé. Hugh respira profondément. « Va-t'en, tout ira bien. » Il la serra contre lui, et sur le quai maintenant, de l'autre côté de la vitre, il ne voyait plus que son sourire. « Je t'en prie, dit-il, veille sur toi. » Mais elle ne pouvait pas l'entendre. Près de la sortie sur le quai de la gare, Rieux heurta Monsieur Othon, le juge d'instruction, qui tenait son petit garçon par la main. Le docteur lui demanda s'il partait en voyage. Monsieur Othon, long et noir, et qui ressemblait à moitié à ce que l'on appelait autrefois un homme du monde, moitié à un croque-mort, répondit d'une voix aimable mais brève. « J'attends Madame Othon qui est allée présenter ses respects à ma famille. » La locomotive siffla. « Les rats, dit le juge. » Rieux eut un mouvement dans la direction du train, mais se retourna vers la sortie. « Oui, dit-il, ce n'est rien. » Tout ce qu'il retint de ce moment fut le passage d'un homme d'équipe qui portait sous les bras une caisse pleine de rats morts. L'après-midi du même jour, au milieu de sa consultation, Rieux reçut un jeune homme dont on lui dit qu'il était journaliste et qu'il était déjà venu le matin. Il s'appelait Raymond Rambert, court de taille, les épaules épaisses, le visage décidé, les yeux clairs et intelligents. Rambert portait des habits de coupe sportive et semblait à l'aise dans la vie. Il alla droit au but. Il enquêtait pour un grand journal de Paris sur les conditions de vie des Arabes et voulait des renseignements sur leur état sanitaire. Rieux, lui, dit que cet état n'était pas bon, mais il voulait savoir, avant d'aller plus loin, si le journaliste pouvait dire la vérité. « Certes, dit l'autre. Je veux dire, pouvez-vous porter des condamnations totales ? » « Totales, non, il faut bien le dire, mais je suppose que cette condamnation sera sans fondement. » Doucement, Rieux dit qu'en effet, une pareille condamnation serait sans fondement, mais qu'en posant cette question, il cherchait seulement à savoir si le témoignage de Rambert pouvait ou non être sans réserve. « Je n'admets que les témoignages sans réserve. Je ne soutiendrai donc pas le vote de mes renseignements. »« C'est le langage de Saint-Just, dit le journaliste en souriant. » Rieux dit, sans élever le ton, qu'il n'en savait rien, mais que c'était le langage d'un homme lassé du monde où il vivait, ayant pourtant le goût de ses semblables, et décidé à refuser pour sa part l'injustice des concessions. Rambert, le cou dans ses épaules, regardait le docteur. « Je crois que je vous comprends, dit-il enfin en se levant. Le docteur l'accompagnait vers la porte. « Je vous remercie de prendre les choses ainsi. » Rambert parut impatienté. « Oui, dit-il, je comprends. Pardonnez-moi ce dérangement. » Le docteur lui serra la main et lui dit qu'il aurait un curieux reportage à faire sur la quantité de rats morts qu'on trouvait dans la ville en ce moment. « Ah !» s'exclama Rambert. « Cela m'intéresse. » À 17h, comme il sortait pour de nouvelles visites, le docteur croisa dans l'escalier un homme encore jeune, à la silhouette lourde, au visage massif et creusé par d'épais sourcils. Il avait rencontré quelquefois chez les danseurs espagnols qui habitaient le dernier étage de son immeuble. Jean Tarrou fumait une cigarette avec application en contemplant la dernière convulsion d'un rat qui crevait sur une marche à ses pieds. Il leva sur le docteur le regard calme et un peu appuyé de ses yeux gris, lui dit bonjour et ajouta que cette apparition des rats était une curieuse chose. « Oui, dit Rieux, mais qui finit par être agaçante. Dans un sens, docteur, dans un sens seulement. Nous n'avons jamais rien vu de semblable, voilà tout. Mais je trouve cela intéressant, oui, positivement intéressant. » Tarrou passa la main sur ses cheveux pour les rejeter en arrière, regarda de nouveau le rat, maintenant immobile, puis sourit à Rieux. « Mais, en somme, docteur, c'est toujours l'affaire du concierge. » Justement, le docteur trouva le concierge devant la maison, adossé au mur près de l'entrée, une expression de lassitude sur son visage, tordit un air congestionné. « Oui, je sais, » dit le vieux Michel à Rieux, qui lui signalait la nouvelle découverte. « C'est par 2 ou 3 qu'on les trouve maintenant, mais c'est la même chose que dans les autres maisons. » Il paraissait abattu et soucieux. Il se frottait le cou d'un geste machinal. Rieux lui demanda comment il se portait. Le
concierge ne pouvait rien dire, bien entendu, que cela n'allait pas. Seulement, il ne s'en sentait pas dans son assiette. À son avis, c'était le moral qui travaillait. Sarah lui avait donné un coup et tout irait beaucoup mieux quand il serait disparu. Mais le lendemain matin, 18 avril, le docteur qui ramenait sa mère de la gare trouva Monsieur Michel avec une mine encore plus creusée. De la cave au grenier, une dizaine de rats jonchaient les escaliers. Les poubelles des maisons voisines étaient pleines. La mère du docteur apprit la nouvelle sans s'étonner. Ce sont des choses qui arrivent. C'était une femme aux cheveux argentés, aux yeux noirs et tout. « Je suis heureuse de te revoir, Bernard, » disait-elle. « Les rats ne peuvent rien contre ça. » Lui approuvait. C'est vrai qu'avec elle, tout paraissait toujours facile. Rieux téléphona cependant au service communal de dératisation dont il connaissait le directeur. Celui-ci avait-il entendu parler de ces rats qui venaient en grand nombre mourir à l'air libre? Mercier, le directeur en avait entendu parler et, dans son service même, installé non loin des quais, on en avait tout couvert une cinquantaine. Il se demandait cependant si c'était sérieux. Rieux ne pouvait pas en décider, mais il pensait que le service de dératisation devait intervenir. « Oui, dit Mercier, avec un ordre. Si tu crois que ça vaut la peine, je peux essayer de obtenir un ordre. »« Ça en vaut toujours la peine, dit Rieux. » Sa femme de ménage venait de lui apprendre qu'on avait collecté plusieurs centaines de rats morts dans la grande usine où travaillait son mari. C'est à peu près à cette époque, en tout cas, que nos concitoyens commencèrent à s'inquiéter, car, à partir du 18, les usines et les entrepôts dégorgèrent. En effet, des centaines de cadavres de rats. Dans quelques cas, on fut obligé d'achever les bêtes, dont l'agonie était trop longue. Mais, depuis les quartiers extérieurs jusqu'au centre de la ville, partout où le docteur Rieux venait à passer, partout où nos concitoyens se rassemblaient, les rats attendaient en tas dans les poubelles ou en longues files dans les ruisseaux. La presse du soir s'empara de l'affaire dès ce jour-là et demanda si la municipalité ou non se proposait d'agir et quelles mesures d'urgence elle avait envisagées pour garantir ses administrés de cette invasion répugnante. La municipalité ne s'était rien proposé et n'avait rien envisagé du tout, mais commença à part se réunir en conseil pour délibérer. L'ordre fut donné au service de dératisation de collecter les rats morts tous les matins à l'aube. La collecte finie, 2 voitures du service devaient porter les bêtes à l'usine d'incinération des ordures afin de les brûler. Mais dans les jours qui suivirent, la situation s'aggrava. Le nombre de rongeurs ramassés allait croissant et la récolte était tous les matins plus abondante. Dès le 4e jour, les rats commencèrent à sortir pour mourir en groupe. Des réduits, des sous-sols, des caves, des égouts. Ils montaient en longues files titubantes pour venir vaciller à la lumière, tourner sur eux-mêmes et mourir près des humains. La nuit, dans les couloirs ou les ruelles, on entendait distinctement leurs petits cris d'agonie. Le matin, dans les faubourgs, on les croisait étalés à même le ruisseau, une petite fleur de sang sur le museau pointu, les uns gonflés et putrides, les autres raidis et les moustaches encore dressées. Dans la ville même, on les rencontrait par petits tas sur les paliers ou dans les cours. Ils venaient aussi mourir isolément dans les halls administratifs, dans les préaux d'école, à la terrasse des cafés quelquefois. Nos concitoyens stupéfaits les découvraient aux endroits les plus fréquentés de la ville. La place d'Armes, les boulevards, la promenade du front de mer, de loin en loin, étaient souillés. Nettoyés à l'aube de ces bêtes mortes, la ville les retrouvait peu à peu de plus en plus nombreuses pendant la journée. Sur les trottoirs, il arrivait aussi à plus d'un promeneur nocturne de sentir sous son pied la masse élastique d'un cadavre encore frais. On eût dit que la terre même où étaient plantées nos maisons se purgeait de son chargement d'humeur, qu'elle laissait monter à la surface des furoncles et des anis qui, jusqu'ici, la travaillaient intérieurement. Qu'on envisage seulement la stupéfaction de notre petite ville si tranquille jusque-là et bouleversée en quelques jours, comme un homme bien portant dont le sang épais se mettrait tout d'un coup en révolution. Les choses allèrent si loin que l'agence Ranstock, renseignement, documentation, tous les renseignements
sur n'importe quel sujet, annonça dans son émission radiophonique d'information gratuite 6231 rats collectés et brûlés dans la seule journée du 25. Ce chiffre, qui donnait un sens clair au spectacle quotidien que la ville avait sous les yeux, accrut le désarroi. Jusqu'alors, on s'était seulement plaint d'un accident un peu répugnant. On s'apercevait maintenant que le phénomène dont on ne pouvait encore ni préciser l'ampleur, ni déceler l'origine, avait quelque chose de menaçant. Seul le vieil espagnol asthmatique continuait de se frotter les mains et répétait « Ils sortent, avec une joie sénile. Le 28 avril, cependant, Ranstock annonçait une collecte de 8000 rats environ, et l'anxiété était à son comble dans la ville. On demandait les mesures radicales, on accusait les autorités, et certains qui avaient des maisons au bord de la mer parlaient déjà de s'y retirer. Mais le lendemain, l'agence annonça que le phénomène avait cessé brutalement et que le service de dératisation n'avait collecté qu'une quantité négligeable de rats morts. La ville respira. C'est pourtant le même jour, à midi, que le docteur Rieux, arrêtant sa voiture devant son immeuble, aperçut au bout de la rue le concierge qui avançait péniblement, la tête penchée, bras et jambes écartés, dans une attitude de pantin. Le vieil homme tenait le bras d'un prêtre que le docteur reconnut. C'était le père Panelou, un jésuite érudit et militant qui avait rencontré quelquefois et qui était très estimé dans notre ville, même parmi ceux qui sont indifférents en matière de religion. Il les attendit. Le vieux Michel avait les yeux brillants et la respiration sifflante. Il ne s'était pas senti très bien et avait voulu prendre l'air, mais des douleurs vives au cou, aux aisselles et aux aines l'avaient forcé à revenir et à demander de l'aide du père Panelou. « Ce sont des grosseurs, dit-il. J'ai dû faire un effort. » Le bras hors de la portière, le docteur promena son doigt à la base du cou que Michel lui tendait, une sorte de nœud de bois s'y était formé. « Couchez-vous, prenez votre température, je viendrai vous voir cet après-midi. » Le concierge partit. Rieux demanda au père Panelou ce qu'il pensait de cette histoire de rat. « Oh, dit le père, ce doit être une épidémie. » Et ses yeux s'ouvrirent derrière ses lunettes rondes. Après le déjeuner, Rieux relisait le télégramme de la maison de santé qui lui annonçait l'arrivée de sa femme. Quand le téléphone se fit entendre, c'était un de ses anciens clients, employé de mairie, qui l'appelait. Il avait longuement souffert d'un rétrécissement de l'aorte, et comme il était pauvre, Rieux l'avait soigné gratuitement. « Oui, disait-il, vous vous souvenez de moi. Mais il s'agit d'un autre. Venez vite, il est arrivé quelque chose chez mon voisin. » Sa voix s'essoufflait. Rieux pensa au concierge et décida qu'il le verra ensuite. Quelques minutes plus tard, il franchissait la porte d'une maison basse de la rue Fédherbe dans un quartier extérieur. Au milieu de l'escalier frais et puant, il rencontra Joseph Grand, l'employé, qui descendit à sa rencontre. C'était un homme d'une 50aine d'années, à la moustache jaune, long et voûté, et les épaules étroites et les membres maigres. « Cela va mieux, dit-il en arrivant vers Rieux, mais j'ai cru qu'il y passait. » Il se mouchait. Au deuxième et dernier étage, sur la porte de gauche, Rieux lut, tracé à la craie rouge. « Entrez, je suis pendu. » Ils entrèrent, la corde pendait de la suspension au-dessus d'une chaise renversée. La table poussait dans un coin, mais elle pendait dans le vide. « Je l'ai décroché à temps, » disait Grand, qui semblait toujours chercher ses mots, bien qu'il parlât le langage le plus simple. « Je sortais justement, et j'ai entendu du bruit. Quand j'ai vu l'inscription, comment vous expliquer? J'ai cru à une farce, mais il a poussé un gémissement drôle, et même sinistre, on peut le dire. » Il se grattait la tête. « À mon avis, l'opération doit être douloureuse. Naturellement, je suis rentré. » Il avait poussé une porte et se trouvait sur le seuil d'une chambre claire, mais meublée pauvrement. Un petit homme rond était couché sur le lit en de cuivre. Il respirait fortement et les regardait avec les yeux congestionnés. Le docteur s'arrêta. Dans les intervalles de la respiration, il lui semblait entendre des petits cris de rats. Mais rien ne bougeait dans les coins. Rieux alla vers le lit. L'homme n'était pas tombé d'assez haut ni trop brusquement. Les vertèbres avaient tenu. Bien entendu, un peu d'asphyxie. Il faudrait avoir une radiographie. Le docteur fit une piqûre
conseil que le plus pressé. Bien sûr, coupa Rieux, je le ferai donc. Mais à ce moment, le malade s'agita et se dressa dans le lit en protestant qu'il allait bien et que ce n'était pas la peine. Calmez-vous, dit Rieux, ce n'est pas une affaire, croyez-moi, et il faut que je fasse ma déclaration. Oh, fit l'autre. Et il se rejeta en arrière pour pleurer à petits coups. Grand, qui tripotait sa moustache depuis un moment, s'approcha de lui. Allons, monsieur Cottard, dit-il, essayez de comprendre. On peut dire que le docteur est responsable si, par exemple, il vous prenait l'envie de recommencer. Mais Cottard dit, au milieu de ses larmes, qu'il ne recommencerait pas et que c'était seulement un moment d'affolement, qu'il désirait seulement qu'on lui laissât la paix. Rieux rédigeait une ordonnance. C'est entendu. Laissons cela. Je reviendrai dans 2 ou 3 jours, mais ne faites pas de bêtises. Sur le palier, il dit à Grand, qui était obligé de faire sa déclaration, mais qu'il demanderait au commissaire de ne faire son enquête que 2 jours après. Il faut le surveiller cette nuit. A-t-il de la famille? Je ne la connais pas, mais je peux le veiller moi-même. Il hocha la tête. Lui non plus, remarquez-le. Je ne peux pas dire que je le connaisse, mais il faut bien s'entraider. Dans les couloirs de la maison, Rieux regarda machinalement vers les recoins et demanda à Grand si les rats avaient totalement disparu de son quartier. L'employé n'en savait rien. On lui avait parlé en effet de cette histoire, mais il n'y prêtait pas beaucoup d'attention au bruit du quartier. J'ai d'autres soucis. Rieux lui serra la main. Il était pressé de voir le concierge avant d'écrire à sa femme. Les crieurs des journaux du soir annonçaient que l'invasion des rats était stoppée, mais Rieux trouva son malade à demi versé hors du lit, une main sur le ventre et l'autre autour du cou, vomissant avec de grands arrachements une pile rosâtre dans un bidon d'ordures. Après de longs efforts hors d'haleine, le concierge se recoucha. La température était à 39,5, les ganglions du cou et les membres avaient gonflé. 2 taches noirâtres s'élargissaient à son flanc. Il se plaignait maintenant d'une douleur intérieure. Ça brûle, ce cochon-là me brûle. Sa bouche fuligineuse lui faisait mâcher les mots et il tournait vers le docteur des yeux globuleux où le mal de tête mettait des larmes. Sa femme regardait avec anxiété Rieux qui demeurait muet. Docteur, qu'est-ce que c'est? Ça peut être n'importe quoi, mais il n'y a encore rien de sûr jusqu'à ce soir. Diète et dépurative, qu'ils boivent beaucoup. Justement, le concierge était dévoré par la soif. Rentré chez lui, Rieux téléphona à son confrère Richard, un des médecins les plus importants de la ville. Non, je n'ai rien vu d'extraordinaire. Pas de fièvre avec inflammation locale. Ah, si, pourtant 2 cas avec des ganglions très inflammés. Anormalement. Le normal, vous savez. Le soir, dans tous les cas, le concierge délirait et, à 40 degrés, se plaignait des rats. Rieux tenta un abcès de fixation sous la brûlure de la térébenthine. Le concierge eut là. Ah, les cochons! Les ganglions avaient encore grossi, durs et ligneux au toucher. La femme du concierge affolée. Veillez, lui dit le docteur, et appelez-moi s'il y a lieu. Le lendemain, 30 avril, une brise déjà tiède soufflait dans un ciel bleu et humide. Elle apportait une odeur de fleurs qui venait des banlieues les plus lointaines. Les bruits du matin dans les rues semblaient plus vifs, plus joyeux qu'à l'ordinaire. Dans toute notre petite ville, débarrassée de la sourde appréhension où elle avait vécu pendant la semaine. Ce jour-là était celui du renouveau. Rieux, lui-même, rassuré par une lettre de sa femme, descendit chez le concierge avec légèreté. Et, en effet, au matin, la fièvre était tombée à 38 degrés. Affaibli, le malade souriait dans son lit. « Cela va mieux, n'est-ce pas, docteur ?» dit sa femme. « Attendons encore. » Mais, à midi, la fièvre était montée d'un seul coup à 40 degrés. Le malade délirait sans arrêt et les vomissements avaient repris. Les ganglions du cou étaient douloureux au toucher et le concierge semblait vouloir tenir sa tête le plus possible éloignée du corps. Sa femme était assise au pied du lit, les mains sur la couverture, tenant doucement les pieds du malade. Elle regardait Rieux. « Écoutez, dit celui-ci, il faut l'isoler et tenter un traitement d'exception. Je téléphone à l'hôpital et nous le transporterons en ambulance. » 2 heures après, dans l'ambulance, le docteur et la femme se penchaient sur le malade. De sa bouche tapissée de fongosité, des bribes de mots sortaient. « Les rats !» disait-il, verdâtre, les lèvres cireuses, les paupières plombées,
le souffle saccadé et court, écartelé par des ganglions tassés au fond de sa couchette, comme s'il eût voulu la refermer sur lui, comme si quelque chose venu du fond de la terre l'appelait sans répit. Le concierge, étouffé sous une pesée invisible, la femme pleurait. N'y a-t-il donc plus d'espoir, docteur? Il est mort, dit Rieux. Voilà donc, je vais arrêter pour ce soir la lecture. J'espère que ces 2 premiers chapitres de La Peste d'Albert Camus vous ont plu et vous ont donné envie de lire la suite. Moi en tout cas, je trouve que c'est une bonne mise en abîme et ça donne envie de poursuivre la lecture. Peut-être qu'un jour je vous ferai la lecture de la suite, 1 ou 2 chapitres encore, ça peut être intéressant. Merci d'avoir écouté ma vidéo. J'espère que ce temps ensemble vous a permis de vous détendre, de vous relaxer, voire de vous endormir. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un petit commentaire. Aussi, je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer une future sortie de vidéo. Et sur ce, je vous souhaite une bonne